la clé a eu un rôle majeur dans la construction même du lobby européen des femmes et dans la fondation de ses valeurs. La clé, c'est quoi ? La clé, c'est la coordination française pour le lobby européen des femmes. Et en vrai, tout est dans le nom. Elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire la coordination française du lobby européen des femmes, et à ce titre, elle est essentielle. C'est un réseau d'associations, et ce sont des associations qui, ensemble, font du plaidoyer pour les droits des femmes, en France, en Europe et à travers le monde. Le lobby européen des femmes, c'est la première force féministe européenne. C'est un réseau de 2000 organisations de défense des droits des femmes réparties sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Et donc le lobby européen des femmes coordonne ce réseau et fait du plaidoyer au niveau européen sur les thématiques qu'il identifie comme prioritaires. Le LEF connaît tout le monde. 17 lobbyistes au secrétariat. Elles sont connues, elles ont une entrée, elles ont une porte, elles téléphonent au niveau de la Commission et au niveau du Parlement. C'est-à-dire qu'elles ont la présence sur place, elles ont les contacts, elles ont les stratégies, elles ont les moyens. Parce que le lobby européen des femmes est financé par la Commission européenne. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'associations françaises qui peuvent se permettre d'aller voir la Commission, d'aller voir la commissaire chargée du droit des femmes. Ce que je sais, moi, de la création de la clé, c'est que ça a été créé en 1991 de façon concomitante à la création du lobby européen des femmes. Donc à un moment où le mouvement féministe s'intéressait à beaucoup de thématiques après les thématiques des années 70 pour les droits sexuels et reproductifs et la question de l'IVG et de l'avortement. Années 90, quelque chose qui est acquis, c'est toute la lutte pour la reconnaissance de la contraception et la reconnaissance de l'interruption volontaire de grossesse. Ça, c'est toutes les bagarres que les mouvements féministes ont menées dans les années 70, même 80. J'avais 20 ans, j'étais très jeune et je me suis retrouvée ainsi pendant 4-5 ans, tous les dimanches après-midi chez Simone de Beauvoir pour préparer le manifeste des 343, pour dire que nous avions eu des avortements clandestins, de manière à obliger la société française à réagir. Parce que le mot le plus tabou en français, c'était le mot avortement. On ne le prononçait même pas dans les familles. On se réunissait dans une ambiance complètement joyeuse, vivante. Enfin vraiment, c'était les années d'or du MLF. C'était vraiment extraordinaire. Nous n'aurions jamais pu faire changer la loi sur l'IVG, faire tout ce que nous avons fait dans les années 70 si nous n'avions pas été un groupe. Seul, c'était pas possible. Et j'ai trouvé que c'était une période, 90, 91, etc., une période très favorable aux femmes. Le contexte politique et social de l'époque était favorable à ce qu'il puisse y avoir un regroupement de femmes qui assurent du lobbying auprès de l'Europe. Il y a eu à cette époque-là Simone Veil qui a été élue à la Commission. Et elle était à fond, elle a soutenu le truc, ainsi qu'en France Yvette Roudet. Qui tout de suite, en ayant été saisie par donc les femmes qu'elle connaissait au niveau de l'Union européenne. Parce qu'elle connaissait, il y avait le PS derrière, etc. Donc pression au Parlement et c'est comme ça que ça s'est fait. Toutes les femmes dont je vous parlais avant sur le lobby, c'était quand même beaucoup des femmes qui n'étaient pas obligatoirement à gauche. C'était des femmes même qui étaient à droite ou au centre. Droite libérale quand même, une droite ouverte. Mais qui voulaient absolument à la fois œuvrer pour l'égalité et en faire profiter les autres femmes, qui n'étaient pas de leur condition obligatoirement. On s'était beaucoup battu dans les années 1981-85
pour obtenir ce qu'on a appelé un peu plus tard l'égalité professionnelle et l'égalité des salaires. D'emblée, quelque chose qui était cohérent, puisqu'on s'inscrivait par rapport à l'Europe, c'est qu'il fallait voir de quelle manière on pouvait consolider la loi pour l'égalité professionnelle et faire en sorte qu'il y ait davantage aussi de gains par rapport à cette loi sur des domaines qui n'avaient pas été abordés par la loi. Donc il y a eu à la fois chez ces jeunes femmes-là une volonté de travailler sur plus d'égalité toujours, mais d'innover. La question de la parité est venue en fait de l'Europe. La parité, c'est disons, la conception d'une nouvelle citoyenneté. Voilà. C'est-à-dire que si on considère que dans toutes les organisations qu'on a, il y a autant de femmes que d'hommes, la parole n'est pas la même. Ce qui s'est produit, c'est que dans le mouvement féministe, il y avait une assemblée générale où on a dit bon, maintenant, c'est vrai que l'IVG, on l'a. L'égalité professionnelle, on l'a, c'est une loi. Alors, qu'est-ce qui est un problème maintenant pour les femmes? Partout, dans tous les groupes de quartier et d'entreprise, les problèmes principaux qui étaient évoqués par les femmes qu'on accueillait, c'était les violences. Que ce soit dans le couple, dans la famille, dans la société, c'était les violences. Et c'est peut-être ça, le cœur de la société patriarcale, c'est le corps. De toute façon, c'est le corps des femmes. On parle aujourd'hui d'un phénomène massif, d'un viol ou d'une tentative de viol toutes les 7 minutes, à peu près en France, d'un taux de classement sans suite extrêmement élevé pour les viols qui a atteint 94% en 2025. Face à ce phénomène, on a des réponses qui sont très loin d'être à la hauteur et donc nous ce qu'on souhaite c'est ce qu'on appelle une loi intégrale, donc en fait une loi cadre qui puisse répondre de manière structurée à l'ensemble des dysfonctionnements qu'on identifie. Dans la clé, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des associations extrêmement différentes. Donc sur la question des violences, il y a des structures comme le collectif féministe contre le viol, comme la FNSF, comme l'Amicale du Nid, le mouvement du Nid, la VFT. Donc on a des associations qui travaillent sur des violences différentes, mais très spécifiques, mais qui ont toutes le même fondement. On le sait, le patriarcat, la domination masculine. La lutte contre les violences faites aux femmes, de toute manière, c'est un combat qui est transversal, parce qu'on peut considérer que de ne pas donner voix au chapitre à la moitié de l'humanité dans la construction européenne, c'est une violence contre les femmes. On peut considérer que de ne pas laisser aux femmes le droit de disposer de leur corps en leur donnant la possibilité d'avorter si elles le souhaitent, c'est une violence contre les femmes. La France est un pays abolitionniste et a, en 2016, décidé d'une loi sur l'abolition de la prostitution. La Clé a été une des associations particulièrement investies dans le plaidoyer féministe autour de l'abolition de la prostitution. Donc c'était une victoire de La Clé, mais pas que, du mouvement féministe généralement. Donc évidemment, il y a la pénalisation du client qui est un aspect essentiel, mais il y a aussi tous les aspects prévention, accompagnement des victimes vers la sortie de la prostitution, qui permettent aux femmes d'obtenir un titre de séjour, une aide financière et de pouvoir sortir de ce système prostitutionnel et en même temps de se reconstruire. Les femmes qui sont dans la prostitution, elles vivent des violences tous les jours et parfois des actes de torture et de barbarie, donc la reconstruction est longue. La
l'abolitionnisme. C'est pour moi un sujet qui est au cœur de tous les questionnements sociaux. La prostitution, c'est l'intersection de tous les systèmes de domination qui existent dans la société. C'est une domination qui est capitaliste, raciste et coloniale, patriarcale bien évidemment. Au niveau européen aussi, le LEF est traditionnellement abolitionniste, mais il rassemble des féministes européennes qui, en fonction de pays et des cultures dans lesquelles elles vivent, ont des visions différentes sur la question. Et ça a souvent été le rôle de la clé de défendre l'abolition de la prostitution au sein du LEF. C'est hyper important que la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte pour les droits des femmes et des filles ne s'arrête pas aux frontières géographiques, administratives de la France. Parce que voilà, on sait très bien que tous ces phénomènes de marchandisation du corps des femmes, ils traversent les frontières, évidemment. Et donc important voilà, d'avoir la même législation partout pour pouvoir avoir la même action en termes de prévention, de lutte contre les réseaux de traite et de prostitution. Et donc, et là, le niveau européen, il est évidemment essentiel. Si on dit quelque chose, c'est répercuté dans tous les autres pays, c'est répercuté à la Commission européenne, c'est répercuté au Parlement. Juste après les élections européennes de 2024, le président annonce sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale, convoque des élections anticipées. Et à ce moment-là, la clé, et pas que l'ensemble des associations féministes se mobilisent contre l'extrême droite, c'est très clair. Ça, c'est une préoccupation très forte, évidemment, pour les associations des droits des femmes. A fortiori, une organisation comme la nôtre, qui a une perspective internationale et européenne, on se rend compte que nos voisines européennes avec lesquelles nous collaborons font face à des restrictions sur les droits sexuels et reproductifs. On a la Hongrie, on a la Pologne, on a ces pays-là, et de plus en plus de pays où l'extrême droite prend le pouvoir. Il faut qu'on se mobilise contre la montée de l'extrême droite parce que l'extrême droite est contre les droits des femmes. De manière historique, chaque grande vague d'avancée pour les droits des femmes a été suivie de ce qu'on appelle le retour de bâton, donc un contexte de retour en arrière, de recul d'un point de vue de droits des femmes. Et c'est tout à fait dans ce genre de moment historique que nous nous trouvons. On constate par exemple qu'il y a un recul par rapport à l'adhésion des jeunes aux stéréotypes sexistes. Malheureusement, les jeunes garçons adhèrent de plus en plus aux stéréotypes liés à la culture du viol. Et puis bon, je veux dire quand même... Quand on voit que l'Union européenne, qui a été très progressiste, puisqu'elle a mis l'égalité homme-femme dans les valeurs, et qu'il y a 15 ans, elle la mettait en cause, pour moi, ça commence la régression de l'Union européenne à ce moment-là. Puisque quand même, il y a des pays qui peuvent se permettre de ne pas avoir l'égalité. Enfin, du moment qu'ils ont un texte qui dit que l'égalité est un objectif, ça va. Mais oh non, non, c'est pas un objectif, c'est un point de départ de tout. Si c'est pas un point de départ, on recule. Ce sont des avantages acquis. Et si on laisse tomber ça, on n'a plus qu'à aller cultiver notre jardin ou aller se tremper les pieds au bord de la mer. Enfin, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est important. Parce qu'il y en a qui se sont vraiment battus pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Après, il y a la question des financements à la clé. C'est une structure qui fait du plaidoyer, qui est essentielle, mais on voit bien que comme beaucoup d'associations féministes, le financement manque. Il manque sur le terrain pour les femmes, il manque pour les associations féministes dans leur globalité, malheureusement. Ça devrait être une priorité. Bon, on a des subventions, bien sûr, qui sont là, et tant mieux, et on remercie nos financeurs.
Mais c'est vrai que face à l'ampleur des violences, face à l'ampleur des droits des femmes qui doivent encore être défendus, on devrait être 10 fois plus financier et 10 fois plus soutenu en France, mais aussi au niveau européen. C'est très difficile de s'organiser, d'être efficace, d'être stratégique quand on doit en fait passer notre temps à rechercher de l'argent. Les grands combats, je pense qu'il faut déjà faire appliquer, enfin en tous les cas se battre pour qu'on applique tout l'ensemble des dispositions européennes et françaises sur l'égalité professionnelle, la parité. On va avoir des grands combats politiques, en tous les cas en termes de plaidoyer pour les prochaines élections. Et puis, je dirais qu'on a d'autres sujets qu'il faut qu'on arrive à développer, comme féminisme, environnement. Et je pense qu'on a des gros combats à mener sur les violences à l'encontre des enfants, qui sont dans le même contexte patriarcal et de domination et de violence que les femmes. Du point de vue des actions, il y a tout ce qui est de l'ordre de la marchandisation du corps, avec les nouvelles formes de marchandisation qui n'apparaissent pas comme de la marchandisation. Parce que derrière ça, derrière le corps, il y a la question de la GPA. Faire en sorte d'utiliser le ventre des femmes pour des besoins qui sont des besoins de natalité, finalement, c'est un peu problématique, quoi. La gestation pour autrui, c'est la nouvelle forme de notre époque pour maîtriser le corps des femmes. Selon moi, le plus grand combat à venir, c'est un combat sur lequel la clé elle est déjà mobilisée et ça va être celui des évolutions d'Internet et du numérique et de ce que ça peut engendrer de nouvelles violences faites aux femmes et aux filles. Donc évidemment les cyberviolences qui prennent plein de formes différentes et qui sont en fait la continuité de violences physiques qu'elles peuvent vivre. Il y a vraiment des tas de choses en fait qui sont maintenant possibles, qui ne l'étaient pas avant et qui font que les violences à l'égard des filles et des femmes prennent une toute autre ampleur. Ça se joue beaucoup au niveau européen, d'où l'importance que la clé s'investisse aussi sur ce sujet-là. Pendant les 35 ans de vie de la clé, il y en a eu beaucoup de franches victoires. La directive 2024-1385 sur la lutte contre les violences domestiques et les violences faites aux femmes. La liberté d'avorter dans la Constitution. Toutes les mesures sur les droits des femmes au moment de la maternité, La loi du 13 avril 2016 contre le système prostitutionnel. La constitutionnalisation de l'IVG. La clé a contribué à tout, hein. Toutes les petites actions de la clé, tous les mardis de la clé organisés, toutes les personnes touchées par nos messages sur nos réseaux, tout ça c'est des petites victoires qui mènent aux grandes. Donc parmi les grandes victoires, on peut citer la ratification en 2024 de la Convention d'Istanbul par l'Union européenne. Ça, c'est vraiment une avancée majeure parce que jusqu'ici, il existait des vides juridiques en matière d'accès aux droits des femmes dans le cadre juridique européen. La conférence de Pékin et de Beijing, beaucoup de membres de la clé y ont aussi participé. Donc ce grand mouvement qui a quand même amené à la plateforme de Pékin avec des éléments essentiels et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on obtiendrait un tel texte. 187 États qui sont réunis, qui signent une plateforme finale d'action sur 17 chapitres sur lesquels ils sont obligés de mettre en œuvre des politiques publiques d'égalité hommes-femmes. C'est pas rien. Quand on a obtenu ça, c'était quand même un texte extrêmement précurseur, comme la Convention d'Istanbul ensuite. Voilà, ce sont des textes, des cadres normatifs qui sont essentiels et qu'il faut aujourd'hui défendre. Pour moi, la plus grande victoire féministe de la clé, ça a été le jour où l'IVG a été inscrit dans la Constitution. Cette journée-là, ce moment au Trocadéro, avec l'écran géant où le Congrès a voté officiellement l'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution, entouré de cette vague violette de féministes, alliés, de jeunes, de moins jeunes, de femmes, d'hommes, et on était juste tous là pour
voir l'histoire être en train de s'écrire sous nos yeux. Et ça, pour moi, ça a été la plus grande victoire, ça a été mon plus beau moment militant. Tu sais quel jour c'est? Ah, c'est toi, ça. Ouais. C'est attends, c'était quand on était place du Trocadéro? Ouais, regarde, là c'est moi, là c'est Mathilde. Eh ben, c'est Mathilde. Bien sûr, c'est le place du Trocadéro. C'est la Constitution. Ouais. Hein? On était hyper émus par ce moment, alors même que moi j'avais 25 ans, tu vois, la lutte pour le droit à l'IVG, je ne l'ai pas connue. Que la France soit la première à le faire. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce que ça a représenté pour toi, le fait qu'on l'inscrive dans la Constitution? Alors, c'est très simple. Vous avez dépassé nos rêves. Parce que nous n'avons jamais rêvé que le droit à l'avortement puisse être inscrit dans la Constitution. Ah ouais. Nous avons rêvé d'essayer de changer la loi, de la rendre plus humaine et qu'elle soit autorisée. Alors, tu vois, vous êtes une nouvelle génération qui est arrivée, et donc vous avez des idées que nous n'avions pas. Tu comprends, vous allez plus loin. Donc, je faisais une émission après l'autre, et mon problème, tu sais ce que c'était? C'était de ne pas pleurer. Parce que j'étais tellement émue qu'il fallait surtout pas que je montre à la télévision que j'étais émue. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais alors pleuré. De joie. Oui, de joie, et en mais même aussi. temps de... Non, et aussi, elles ne sont pas là pour le voir. Je veux dire, je pensais à Simone de Beauvoir, à Gisèle Halimi, à Delphine Seyrig et aux autres copines qui étaient mortes, mes vieilles copines. Il faut quand même que je te dise que la loi a été adoptée, la loi Simone Veil, parce que moi j'étais dehors, en train de la soutenir. La loi Veil, elle a été adoptée le 29 novembre 1974, c'est-à-dire le soir de mes 25 ans. Oh waouh! Alors que je me battais depuis l'âge de 20 ans, tu vois. Ah waouh, c'est un beau cadeau d'anniversaire, ça quand même. Tu vois. Donc, quand j'étais à la tribune, je me disais bon, elles sont pas là pour voir ça, alors que c'est aussi grâce à elles. Donc, mais c'était un moment magnifique, un moment historique. Et comme vous ne savez pas quelle sera votre vie, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le plan politique dans un pays, peut-être aurez-vous un jour la nostalgie de ce moment-là, mais en tout cas que ça vous donne de l'énergie pour vous battre, pour continuer à vous battre. Parce que regarde, à la clé, tu as toutes les générations. Et ça, c'est très important. C'est la richesse de la clé aussi, c'est la richesse de la clé. Cette transmission-là. Et absolument. J'espère vous transmettre de la force. J'ai pris la force de Claudine, je l'ai. Voilà.